Émission consacrée à Maître Kézanne, le deuxième patriarche du Zen-Soto. Nous avons pu voir la semaine dernière qui était cette personnalité importante. Nous allons nous arrêter aujourd'hui plus précisément sur sa transmission au cœur de la pratique du Zen, que ce soit à travers les textes, les différents rituels et cérémonies. Alors quels sont ses principaux ouvrages? En quoi l'aspect rituel est-il une façon de rendre vivante la lignée des ancêtres du Zen? Qu'en est-il plus précisément de celle des patriarches? Je vous propose de retrouver sans plus attendre, et pour en parler, notre invité Pierre Crépon. Pierre Crépon, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes moine et enseignant dans la tradition Zen-Soto et que vous êtes le responsable du temple Zen Kokkaiji à Vannes. C'est en Bretagne. Merci d'être avec nous. Alors, nous en avons amplement parlé la semaine dernière, mais est-ce que vous pourriez nous rappeler, en quelques mots, qui était Maître Kézanne, Pierre Crépon? Donc, Maître Kézanne est le troisième patriarche après le fondateur du Zen japonais Dogen. Il vit à la fin de 1264-1325, donc à la fin du XIIIe siècle. Et c'est lui qui, à partir des fondations de Dogen, créées par Dogen, va ouvrir le Zen vers, d'une part, les laïcs, d'autre part, en créant plusieurs temples, en ayant beaucoup de disciples, va favoriser la diffusion du Zen au Japon. C'est pour ça qu'on parle de deux patriarches, Dogen et Kézanne, le deuxième qui a diffusé le Zen au Japon. Alors, une diffusion qui a été assurée, entre autres, par sa production littéraire, qui a été très, très importante. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Alors, en fait, au niveau littéraire, Kézanne a écrit dans différents styles de la littérature bouddhique générale. C'est-à-dire qu'il a écrit des traités du Zazen, sur le Zazen, dont un qui s'appelle Zazen Nyojinki, qui est vraiment un des traités fondamentaux à propos de la pratique de Zazen, qui est d'ailleurs récité souvent dans les temples. Il a écrit des commentaires de textes, un commentaire du Chinjinmei, qui a d'ailleurs été repris par Maître Deshimaru plus tard, de nos jours. Il a écrit des chroniques de l'installation de son temple. Il a écrit des règles monastiques. Et par ailleurs, un recueil de la transmission qui s'appelle Denko-roku. Il est très important d'ailleurs dans la tradition Zen-Soto. Oui, alors ce recueil, de la même façon qu'on a élevé Kézanne au rang de deuxième patriarche avec Dogen, on a élevé l'école Soto a élevé ce texte du Denko-roku comme le deuxième texte fondateur avec le Shobogenzo, ce qui est sans doute un peu exagéré. Le rôle de Kézanne n'est pas exagéré, mais le rôle de cet écrit l'est peut-être un peu. Quoi qu'il en soit, c'est un recueil qui retrace la vie et le satori, l'éveil des différents patriarches depuis Shakyamuni jusqu'à la génération qui précède Kézanne. Donc c'est un récit de la lignée. Denko-roku veut dire le recueil de la transmission de la flamme ou de la lumière. La flamme ou la lumière, évidemment symbolisant l'éveil. Mais qu'en est-il alors de la réalité historique de cette lignée? Alors, les lignées du Zen en général et celles du Soto en particulier ont été créées en Chine, sans doute vers le 9e siècle ou 8e, c'est-à-dire 2-3 siècles après l'arrivée du Zen en Chine. C'est-à-dire qu'il devait exister certaines lignées, mais peut-être pas de façon si précise. Ça a été, disons, peaufiné, reconstruit dans ces époques-là. En particulier pour les époques les plus anciennes, l'époque indienne, où il n'y a pas de documents historiques, ce sont des lignées qui ont été reconstituées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de vérité historique. Et d'ailleurs, quand il y a les récits des vies de ces anciens patriarches, c'est empli de merveilleux et on ne peut pas le prendre... Il faut le prendre au niveau symbolique, mais pas au niveau historique. Ça devient historique à partir du peut-être 8-9e siècle, ce qui fait quand même plus de 1000 ans de relations historiques, ce qui est déjà beaucoup. Oui. Mais les périodes les plus anciennes n'ont pas de vérité historique, mais elles ont une vérité spirituelle. Et quelle est-elle, cette vérité spirituelle? C'est de nous relier au Bouddha Shakyamuni, d'une part. Il y a ce fait de ce lien, de cet éveil qui se perpétue. Par exemple, on raconte que c'est un récit métaphorique, bien évidemment, que le Bouddha donne son kessa, c'est sa robe, à son disciple Mahakashapa. Et le disciple en question met cette robe. Dans beaucoup d'autres écoles, le kessa, c'est-à-dire le vêtement du Bouddha Shakyamuni, en fait, va être destiné au Bouddha du futur, qui viendra dans des milliers d'années.
au niveau métaphorique, encore une fois. Alors que dans le zen, il est donné à son disciple direct. Donc il y a un aspect familial. Le zen soto se considère la famille, d'être de la famille ou la spirituelle, évidemment, du Bouddha Shakyamuni. Donc il y a cet aspect d'appartenance à une famille, à une communauté spirituelle. La transmission, c'est un des aspects de la transmission. Il y aurait à la fois beaucoup à dire et rien à dire sur la transmission, parce que c'est quelque chose d'intime. Mais disons que c'est l'armature, de la même façon que la pratique du zazen est la pratique au cœur de la pratique du zen, la transmission est l'armature qui fait que l'édifice tient debout. Et alors, comment est-ce qu'on peut s'en rendre compte au niveau institutionnel cette fois? Alors justement, au niveau idéal, la transmission, c'est un être éveillé, un autre être éveillé, et il y a quelque chose qui se passe. La réalité est évidemment plus prosaïque. Et en tout cas, à partir d'un certain moment, donc il y a une multiplication des lignées. Et l'institution, c'est ce qui tient les registres des lignées. Alors évidemment, on va dire, ça devient plus tellement spirituel, hein, mais la vie est faite de plusieurs aspects. Ouais. De plusieurs aspects. Et s'il n'y a pas cette rigueur au niveau des registres, ça devient un peu n'importe quoi. Donc l'aspect institutionnel est important. D'ailleurs, à ce sujet, aujourd'hui en Occident, en Europe, en France, il peut y avoir des personnes qui se revendiquent de lignée du Zen Soto, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas enregistrées clairement par l'école. Et donc c'est vraiment ça sert de garde-fou. Alors, pour revenir plus précisément au rôle de Kezan, comment a-t-il exercé ce rôle justement dans la transmission? Kezan, le point fondamental, c'est qu'il a eu plusieurs disciples. C'est-à-dire qu'au début au Japon, de Dogen à Kezan, c'est d'une personne à une personne. Kezan, lui, a une demi-douzaine ou plus de disciples à qui il donne la transmission, dont une femme, qui c'est d'ailleurs sans doute la première femme ayant reçu la transmission du Zen Soto. Parmi ces disciples, deux, en tout cas, vont eux-mêmes avoir un certain nombre de disciples. Et donc, à partir de là, il y a une multiplication des lignées, ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, il y a 30 000 moines à peu près au Japon, plus quelques milliers hors du Japon. Toutes les lignées remontent à Kezan. Mais comment est-ce qu'elles sont maintenues vivantes, Pierre Crépon, ces lignées? Alors, elles sont maintenues d'une part par la rencontre d'une personne à une personne. C'est-à-dire comme c'est comme le sang, c'est la chose qui irrigue la pratique, cette rencontre d'une personne à une personne, cette pratique qui se transmet, cet éveil qui se transmet. Et c'est aussi actualisé par des rites. Par exemple, on récite, les moines sont censés réciter tous les matins, enfin tous les jours en tout cas, leur lignée. De la même façon, il y a des cérémonies en honneur des patriarches fondateurs comme Dogen, Kezan. Et quand il y a une cérémonie, on les invite à être présents. C'est une façon d'actualiser. Comme dans une famille, on se rend le 1er novembre sur la tombe de la famille, des parents. C'est actualiser le lien familial. Il y a une actualisation des lignées patriarcales, des lignées de transmission, par des rites, récitation des noms, offrandes. Et en particulier, pour les patriarches les plus importants, il y a des cérémonies qui ont lieu tous les 50 ans, qui s'appellent Daionki. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pour le fondateur du temple, par exemple à Eiji Dogen, à Sojiji Kezan, et pour le successeur. C'est-à-dire qu'on célèbre à la fois le fondateur et le numéro 2, et le successeur. Et l'idée est intéressante, c'est-à-dire qu'on ne se fonde pas sur une personne. Une personne est valable s'il y a un autre qui continue. C'est l'idée même de la transmission. Et donc, il y a ces cérémonies. Alors, ces cérémonies ont lieu tous les 50 ans, enfin, plus que tous les 50 ans, parce que c'est les 50 ans après le décès de l'un ou l'autre de ces personnages. Alors, elles ont lieu, vous venez de l'évoquer, entre autres, au temple de Sojiji. Il a une histoire très étonnante, ce temple. Vous pouvez nous la raconter, Pierre Crépon? Oui, alors Sojiji a été fondé donc, par Maître Kezan dans les années 1320, je n'ai plus la date exacte, au nord-ouest du Japon, dans la presqu'île de Noto.
Et d'ailleurs, toute la région du nord-ouest du Japon est un peu la région où le zen s'est développé en premier lieu. Est devenu un temple très important, et qui avait énormément de temples affiliés. Et à la fin du 19e siècle, le temple a brûlé, comme ça arrive souvent au Japon, avec les tremblements de terre, etc. Le temple a été détruit, mais au lieu de le reconstruire, généralement on reconstruit le temple au même endroit. D'ailleurs, après, il a été reconstruit en partie là. Mais à ce moment-là, on a transféré le temple de Sojiji à Yokohama, qui est donc Yokohama, la grande ville à côté de Tokyo. Maintenant, ce n'est plus qu'une seule ville d'ailleurs. Et qui était la ville, c'est-à-dire qu'on est parti du fin fond de la campagne, à côté de la capitale, et Yokohama était la ville d'accueil des étrangers. Tous les étrangers débarquaient, les ambassadeurs. Paul Claudel a vécu à Yokohama, c'était vraiment... et donc, ils ont reconstruit Sojiji dans cette ville tournée vers l'Occident. Grand symbole d'ouverture, donc. Voilà, alors ça symbolise. Alors, est-ce que c'était voulu, conscient, sans doute, d'ouvrir, quelque part, c'est le début de l'ouverture du zen du Japon vers le hors-Japon. Oui, donc Sojiji a été reconstruit à Yokohama, ce port qui accueille les étrangers, et il a surtout été reconstruit au milieu de la ville. Normalement, les temples sont toujours situés soit éloignés dans les montagnes, soit un peu à l'écart de la ville. Et là, Sojiji, délibérément, a été construit au centre de la ville, dans un grand parc. Il est toujours dans ce grand parc qui est ouvert à tout le monde. Et donc, il y a vraiment cette ouverture au monde, à la ville, que symbolise Sojiji, et c'est vraiment un aspect important de ce grand temple. Alors, pour terminer, j'aimerais que l'on aborde une question rapidement plus personnelle, puisqu'on parle de la transmission. Vous-même, vous étiez présent à l'une de ces cérémonies, dont on parlait tout à l'heure. Comment est-ce que vous l'avez vécu, Pierre Crépon? Alors, donc, c'était ces cérémonies en hommage à Gassan, qui était le deuxième fondateur de Sojiji. Il y en a eu pendant plusieurs jours. Moi, j'étais présent quand il y avait des cérémonies dirigées par des moines, d'ailleurs j'en ai dirigé une, des moines non japonais. Et donc, il y avait des délégations d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, d'Europe, de Hawaï, et des Japonais, bien évidemment. Et donc, il y avait un aspect de ce qu'on appelle maintenant le global Soto Zen. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu, en quelques dizaines d'années, le Soto Zen qui était proprement japonais, a pris une dimension mondiale. Et lors de ces cérémonies, cet aspect était vraiment présent. Et c'était une belle chose. Un beau souvenir, donc. Un beau souvenir, voilà. Merci, Pierre Crépon. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques conseils de lecture. Tout d'abord, 2 livres publiés aux éditions Sully. Le bouddhisme Zen Soto de Koshizan. Celui-ci, qui fut le supérieur du grand temple de Sojiji, apporte une contribution majeure à la compréhension de la pratique et de la doctrine du bouddhisme Zen Soto. Vous y retrouverez entre autres un éclairage sur le rôle essentiel de Kezan. Ainsi que l'art du zazen, où notre invité Pierre Crépon nous fait découvrir le zazen, la pratique de méditation qui se situe au cœur du bouddhisme, comme une expérience spirituelle qui nous donne accès à une ouverture plus vaste de notre vie. L'imaginaire du zen, l'univers mental d'un moine japonais, de Bernard Faure, édité par Les Belles Lettres. Le texte, jusqu'ici peu connu, sur lequel se penche l'auteur, apporte un jour nouveau sur certains aspects inédits du zen, en l'occurrence une chronique autobiographique relative à la fondation par Kezan de son premier monastère. Et enfin, L'esprit du Chan, le Shinjinmei, aux sources chinoises du zen de Taizen Deshimaru, publié chez Albin Michel. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle journée.